Voilà, dernière admission et puis on va commencer. Super. Donc de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Donc on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire où on va parler de nutrition et grossesse avec Amélie, voilà, qui est avec nous, qui est nutritionniste et la fondatrice de Goodnest. Donc avant de lui laisser la parole, donc on va se présenter rapidement. Donc Marion et moi, nous sommes les cofondatrices de Naissance Nomade, qui est un projet entrepreneurial né l'année dernière. Et pour vous dire, voilà, vraiment en quelques mots, ce qu'on fait au quotidien, pourquoi on se lève chaque jour, c'est parce qu'on contribue au bien-être des familles francophones du monde, du projet d'enfant jusqu'aux 9 mois du postpartum, à travers des parcours de transmission et de l'accompagnement, tout ça en ligne et à distance. On a conçu ce projet pour les couples en mobilité internationale, étant nous-mêmes expatriés, mais bien entendu, on s'adresse à tous les couples, à toutes les familles, où qu'elles vivent dans le monde. Pour se présenter un peu plus en détail, donc pour vous dire qui nous sommes. Donc, je commence par moi, Marie. Donc, je suis française, franco-libanaise. Je vis en expatriation depuis près de 15 ans et au Congo depuis environ 8 ans, ma 9e année. Et je travaille dans le domaine humanitaire. Je suis consultante pour des ONG et je suis mère de 3 jeunes enfants. Alors pour ma part, donc c'est Marion. Moi, je suis l'heureuse maman de 5 enfants qui ont eu la chance de naître sur 3 continents. Je suis aussi sage-femme de formation et moi, je suis aussi installée donc au Congo-Brazzaville depuis maintenant 10 ans. Alors, je vais vous introduire ce sujet donc d'aujourd'hui sur la nutrition. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose qu'on entend, c'est un sujet qui revient énormément dans les sujets de préoccupation des femmes et dont on sait qu'il engendre beaucoup de stress pendant la grossesse. Pourquoi ce stress? Parce que ce sujet est souvent uniquement abordé sous l'angle de la restriction ou d'injonction. Alors, on sait qu'il y a souvent un grand stress autour des possibilités. Voilà, est-ce que je peux manger ça ou pas? On sait qu'à l'étranger, la question se pose encore plus parce que en fonction des pays dans lesquels on vit, il y a des risques sanitaires qui sont plus importants. Donc, ça suscite aussi beaucoup de stress. Je vois aussi qu'à l'étranger, il y a des habitudes ou voilà, culturellement, il y a des choses qu'on peut manger ou pas enceinte. Donc, ça rajoute aussi pas mal de questions. On ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut. Voilà, donc il y a tout un tas de sujets. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, et avec des conseils parfois contradictoires. Donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Je sais qu'Amélie parle de jungle, et c'est un peu ça qu'on ressent aussi, nous, sur la nutrition. Et pourquoi ce webinaire? C'est parce qu'on aimerait pouvoir vous transmettre une autre manière d'aborder l'alimentation avec un regard positif et surtout des connaissances pour en faire un véritable levier pour sa santé en tant que maman, pour la santé de son enfant, et tout en gardant cette notion de plaisir qui nous paraît super importante, plaisir lié à l'alimentation. Alors, donc je vais vous présenter en 2 mots Amélie, mais elle va se présenter surtout elle-même. Donc Amélie, on a eu la joie de la rencontrer via un réseau de femmes entrepreneurs expatriées. On a tout de suite beaucoup sympathisé, voilà, on s'est beaucoup reconnus aussi dans son parcours, puisqu'elle-même, elle est expatriée depuis 13 ans. Elle vous racontera, elle est maman aussi. Et voilà, elle a vécu une reconversion professionnelle avec une très forte motivation qui se rapproche beaucoup de la nôtre. Donc, je vais la laisser s'introduire et je la remercie déjà beaucoup pour sa participation à ce webinaire. Super, merci. Merci beaucoup les filles.
Moi, je suis ravie d'être là. Je suis super contente d'avoir été invitée par Marion et Marie pour parler d'alimentation prénatale. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'aime beaucoup l'introduction de Marion parce que c'est vraiment ça, c'est au cœur de ce que je fais, au cœur de mon travail. Il y a vraiment cet aspect de plaisir et je trouve important justement d'un peu, oui, s'éloigner des restrictions autour de l'alimentation prénatale, en effet, ce stress qu'il y a autour et de l'aborder d'une façon beaucoup plus positive et de regarder ben, les possibilités qu'on a, justement le pouvoir qu'on a quand on est en train de construire un être, de comment on peut justement accompagner ce développement par ce qu'on mange nous-mêmes et les choix qu'on fait à ce niveau-là. Donc, au niveau de moi, ben, Marion a déjà un peu expliqué. Donc moi, je vis depuis 7 ans à Amsterdam. J'ai quitté la Belgique il y a 13 ans. D'abord fait un petit passage par la Suisse. Et mes enfants sont un peu plus grands que les vôtres peut-être. Ils ont déjà 14, 12 et 9 ans. Et en fait, donc avant, je travaillais en relations publiques et quand j'étais en Suisse, et c'est peut-être quelque chose que vous reconnaissez quand on est expatrié, on est un peu sorti de cette bulle à la maison, de cette bulle de nos amis, de notre famille et tout ça, ce qui permet aussi d'avoir un regard un peu différent sur ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Et donc pour moi, quand je me suis posé ces questions, ben, très vite la nutrition est venue comme enfin, une évidence. J'ai toujours été passionnée par ça. Et, euh, et donc voilà, il y a 10 ans, j'ai commencé des études. Donc j'ai étudié pendant 3 ans. J'ai toujours travaillé avec des mamans et je me suis spécialisée et formée en nutrition prénatale et aussi donc préconception, conception, donc fertilité. Et voilà, donc il y a énormément de choses à raconter sur l'alimentation prénatale. L'exercice qui pour moi était difficile, c'était de résumer tout ça ou de réduire ça à un webinaire d'une demi-heure plus ou moins. Mais donc j'ai vraiment essayé de sortir les éléments qui me paraissent les plus intéressants pour vous, pour quand même déjà vous donner une base de ce qui est une bonne alimentation prénatale. Et moi j'aime bien toujours commencer aussi dans mon travail avec mes clientes par l'explication ou expliquer le pourquoi on ferait certains choix plutôt que d'autres. Donc je voudrais commencer par vous parler un peu plus des pouvoirs, des avantages d'une bonne alimentation pendant la grossesse pour vous et votre bébé. Deuxièmement, on va un peu parler aussi de ce que c'est une assiette équilibrée, s'il y a des choses qui changent pendant la grossesse ou pas, et quelles sont ces choses. Et alors, autre chose qui concerne toutes les femmes enceintes finalement, ou presque toutes les femmes enceintes. En général, la première chose qu'on fait quand on a un test positif, c'est que on va acheter une multivitamine. Parfois, on la commence déjà avant de tomber enceinte, ce qui est best practice. Mais voilà, et souvent, c'est aussi ce qui est conseillé par le gynécologue ou la sage-femme. Et vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a énormément de choix sur le marché. Et donc, je voudrais vous donner quelques clés pour vous aider à réévaluer peut-être les multivitamines que vous prenez et éventuellement vous aider à en choisir une autre. Les questions, si vous en avez, Ah oui, c'est ça. Juste, mettez-les pardon, dans le chat. je dois te C'est ça couper. que tu voulais Ouais, dire, c'est ça. Marie? Parfait. Non, mais parfait, je te laisse le faire pour. Ok. Donc oui, si vous avez des questions, c'est super. On aime beaucoup les questions. Donc mettez-les dans le chat et il y a Marie et Marion qui vont prendre note de vos questions. Et puis à la fin, il y aura un petit Q&A. Si on n'a pas assez de temps pour toutes les questions, on trouvera un moyen d'y répondre après. Donc surtout posez-les. Donc j'aime bien commencer par ceci. Alors donc votre alimentation pendant la grossesse détermine la santé de votre bébé pour le reste de sa vie. Et je dirais même plus, c'est pas seulement l'alimentation pendant la grossesse, mais aussi avant la grossesse. Donc vraiment, ces 3 mois qu'il faut à l'ovule pour maturer sont aussi impactés par ce que vous mangez. Et voilà, et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment, il y a énormément d'études scientifiques dans le domaine qui ont donc montré qui ont démontré ceci et qui ont aussi regardé vraiment quels sont du coup les effets d'une alimentation sur la santé future du bébé et sur la santé de la maman aussi. Et donc c'est de ça que je voulais vous parler. Donc d'abord je voulais vous partager quelques bénéfices pour votre bébé. Et la première, c'est une immunité plus forte. Et en fait, moi, j'ai donc commencé mes études de nutrition quand j'étais enceinte de mon 3e. Donc là, c'est Jules qui a 9 ans maintenant.
Et donc, du coup, j'ai vraiment mis le focus sur mon alimentation pendant cette troisième grossesse, beaucoup plus que pendant mes deux premières. Et donc, du coup, je peux un peu comparer aussi déjà comment moi j'ai vécu cette troisième grossesse, mais aussi, voilà, je peux un peu comparer aussi au niveau de la santé et notamment l'immunité de mes trois enfants. Et c'est vrai que mon troisième, il a une immunité beaucoup plus forte que ses deux sœurs. Donc, on vit tous sous le même toit, on est tous exposés aux mêmes virus, bactéries. Et là où mes filles vont tomber malades, Jules, on voit qu'il a aussi la bactérie ou le virus dans son corps, mais il arrive à beaucoup mieux combattre ça. Donc ça arrive très souvent, enfin pas très souvent, mais ça arrive chaque hiver que le soir, il est de la fièvre, que je le mette au lit, et en fait la nuit, il fait ce qu'il faut, il gère ça, il se bat contre le virus, et le lendemain matin, il est bon pour aller à l'école. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois chez mon troisième enfant. Alors, ça, c'est aussi, il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'il y a moins de risques d'allergie, d'asthme et d'eczéma chez l'enfant plus tard, moins de risques de développer des maladies chroniques plus tard dans la vie. Il y a aussi un effet sur le métabolisme, donc vraiment le métabolisme plus tard dans la vie, donc moins de risques d'obésité, des problèmes de poids, tout ça est déjà déterminé dans le ventre. Les os aussi, bon, bien sûr, ils sont formés dans votre ventre et surtout pendant le deuxième trimestre. Et donc là aussi, les os sont plus forts, les dents sont plus solides et il y a même un effet sur l'alignement des dents des enfants, donc des dents définitives. Il y a aussi des études qui démontrent un lien entre l'alimentation et on va en parler, mais notamment les oméga 3, donc vraiment les graisses, et l'intelligence, les facultés de concentration et la mémoire chez l'enfant. Et ça, c'est toujours sympa aussi, il y a moins de risques de troubles de comportement et d'hyperactivité. Et c'est vrai que mon troisième est un enfant qui a toujours été très sage, très équilibré, qui a fait peu de vraies crises et tout ça. Donc déjà, depuis qu'il est tout petit, je vois que c'est un enfant très équilibré. Et les chercheurs ont aussi déterminé que les conséquences d'une mauvaise alimentation pendant la grossesse peuvent avoir des effets sur 3 générations. Donc, ce qu'on fait, des choix qu'on fait au niveau de notre alimentation pendant notre grossesse aura aussi un impact sur vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et donc voilà, il y a aussi des bénéfices pour vous et ça aussi, je peux en témoigner. Donc j'avais beaucoup d'énergie pendant ma troisième grossesse alors que j'avais déjà 2 petites. Qui à l'époque avaient 2 et 4 ans, donc c'est un peu les âges difficiles, ou qui bouffent l'énergie en tout cas. Moi, j'avais aussi une meilleure immunité pendant et surtout après. Donc j'ai eu mes 3 enfants en hiver, et pour mes 2 filles, j'ai été beaucoup malade après l'accouchement. Et mon troisième, j'ai pas été du tout malade. Donc mon immunité à moi était plus forte aussi. J'avais pas vraiment de maux de grossesse. Donc, par exemple, je pense à la constipation, la rétention d'eau, le reflux, ce sont vraiment des choses aussi qui sont diminuées par l'alimentation. Une prise de poids saine, moins de risque de développer le diabète gestationnel, ça c'est assez clair. La relation entre alimentation et diabète est vraiment directe. Moins de risque aussi de prééclampsie, d'anémie. Des accouchements plus efficaces aussi et souvent plus rapides et moins de complications aussi, donc pendant les accouchements. Pour la petite histoire, moi, mon troisième, Jules, il est né en 2 heures, donc c'était très rapide. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est une récupération plus rapide après. Donc mon postpartum était beaucoup plus facile avec le troisième qu'avec les 2 premières. Et aussi donc moins de risque de dépression postpartum. Donc ceci, enfin je parle pas mal de mon vécu, mais comme je disais, ce sont toutes des choses qui sont prouvées par la science. Hein. Et donc voilà, donc on peut, en conclusion, quand on investit dans notre assiette et notre alimentation pendant la grossesse, on réduit les soucis de santé potentiels plus tard pour nous et pour nos enfants. Donc, si on regarde vraiment maintenant le plus en pratique, zoom sur l'assiette équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'on entendait parfois avant, c'était il faut manger pour 2. Alors, moi, je dis toujours oui, il faut manger pour 2, mais pas en quantité, mais vraiment en qualité.
parce que c'est vrai on a besoin de plus de nutriments pour nous et pour notre enfant. Donc, manger mieux, mais pas plus. Donc, est-ce qu'il change donc en quantité? Pas, mais bien en qualité. Alors, la base pour moi entre une alimentation prénatale et une alimentation équilibrée quand on n'est pas enceinte, c'est d'essayer de manger le plus possible entier. Donc, d'essayer de ne pas manger trop de fast-food, des choses qui sont dans des emballages, tout ça, et de manger varié. Et donc, ces deux choses-là en fait, facilite un peu une alimentation parce que quand on fait déjà ça comme base, sans vraiment penser à il me faut autant de protéines, il me faut autant de cela, en fait, on se facilite la vie si on se résume déjà à ça. Donc ça, c'est la base. Puis quand on regarde vraiment les besoins, ce qui change, c'est notre besoin de protéines. Donc, quand on est enceinte, on a besoin de plus de protéines. Et ça, c'est un peu ce que je vois dans beaucoup d'alimentation de femmes, notamment. Les hommes, ils sont un peu meilleurs à ça, mais beaucoup de femmes ne mangent déjà pas assez de protéines quand elles sont déjà pas enceintes. Mais donc, quand on est enceinte, on construit tout un être et donc on a vraiment besoin de ces éléments pour construire notre bébé. Et donc, moi, ce que je dis toujours, c'est essayer à chaque fois que vous mangez, que ce soit les repas principaux, donc matin, midi, soir, mais aussi vos snacks, de réfléchir à est-ce qu'il y a une petite source de protéines. Alors, donc, protéines, sans rentrer trop dans le détail, mais donc, il y a les protéines animales, donc c'est tout ce qui est animaux, et tout ce qui vient des animaux aussi, donc les œufs et les laitages. Et alors, il y a les protéines végétales aussi, et là, on parle plutôt de soja, de lentilles, de noix, de graines, de légumineuses en général. Et donc, voilà, par exemple, même si vous prenez une pomme à 4 heures, c'est bien d'avoir une petite source de protéines en plus, puisqu'on a ce besoin supplémentaire. Les bonnes graisses deviennent aussi plus importantes. Et là, de nouveau, j'ai encore toujours des femmes qui me disent qu'elles évitent les graisses parce qu'elles ont peur de prendre trop de poids. Mais donc, c'est vraiment très important. On a besoin de plus de graisse, notamment pour le développement du cerveau, mais aussi pour une meilleure absorption des autres aliments, des autres nutriments. Donc là aussi, à chaque fois que vous mangez, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une source de graisse? Et ça ne doit pas être du beurre, forcément, mais ça peut aussi être un peu d'huile d'olive, mais aussi une poignée de noix, des graines dans votre granola, par exemple, des olives, des avocats. Et donc, quand on parle des bonnes graisses, les oméga 3 sont aussi plus importants pendant la grossesse. Donc là, les oméga 3, on les trouve surtout dans les poissons gras. Ce sont les formes qui sont les mieux assimilables. Et là, les chercheurs ont aussi déterminé que ça a vraiment un impact sur le développement du cerveau de votre bébé à raison de 2 à 3 portions par semaine. Donc, maquereau, sardines, du thon, du saumon, donc toutes ces choses-là, essayez de vraiment d'intégrer ça dans votre assiette. Fruits et légumes, ça va de soi, essayez d'en manger beaucoup, c'est bon pour les nutriments, mais aussi pour les fibres, pour éviter aussi la constipation qui souvent arrive un peu plus tard dans la grossesse. Et essayez aussi de vraiment bien varier parce que chaque couleur de légumes et de fruits vous apportera d'autres nutriments. Et alors, les glucides non raffinés, je mets ici parce que, en général, on a tendance à en manger un peu trop, les glucides. Mais il y a aussi une tendance à vraiment limiter les glucides. Donc, de plus en plus de femmes vont carrément limiter ce groupe-là quand elles sont pas enceintes. Donc, dans les régimes low carb ou les régimes cétogènes même. Parce que voilà, pour éviter de prendre trop de poids ou pour perdre du poids. Mais quand on est enceinte, on a vraiment besoin de ces glucides. Donc notre thyroïde a besoin de ces glucides et donc c'est important de les intégrer dans votre alimentation. Et donc là, je parle de pommes de terre, patates douces, du riz, du quinoa, de l'avoine. Donc tout ça, veillez à bien l'intégrer aussi tous les jours dans votre alimentation. L'eau, on en a plus besoin quand on est enceinte, donc vraiment essayez de boire beaucoup d'eau. Si vous trouvez ça difficile, je propose même de prendre des électrolytes. Donc c'est une eau avec entre autres du sel et d'autres micronutriments, des minéraux, qui vont donc faire en sorte que l'eau que vous buvez reste mieux ou va mieux trouver son chemin vers les cellules, donc sera mieux absorbée. Et il y a aussi du sel donc, dans les électrolytes. Et contrairement à ce que certains médecins disent encore toujours, on a besoin de plus de sel quand on est enceinte.
Donc, c'est pas pour rien que beaucoup de femmes sont attirées par des cornichons, du fromage, par des choses plus salées. C'est souvent signe que elles ne mangent pas assez de sel. Donc voilà, donc ça c'est un peu une liste des choses qui changent peut-être un peu. Ici, en image, une assiette équilibrée. Alors là, à droite, vous voyez une image, ça pourrait être votre déjeuner, ça pourrait être votre dîner. Mais donc, essayez de bien remplir la moitié de votre assiette de légumes, légumes verts, mais aussi un peu de toutes les couleurs. Veillez bien à ce qu'il y ait donc une bonne part de protéines, que ce soit animales ou végétales, et donc aussi des glucides complexes, donc du riz par exemple, du quinoa. Et alors au centre, j'ai mis les graisses parce que ça, c'est vraiment très important. Donc ça, ça doit pas être grand en quantité, mais ça a vraiment une place centrale dans votre assiette. Et donc ici, dans cette assiette-ci, on voit par exemple les graisses qui viennent ici du saumon, de l'avocat et de la vinaigrette. Donc ça, c'était cette partie-là. J'ai pas vu, je vois pas les questions qui rentrent ou s'il y en a qui rentrent, mais n'hésitez vraiment pas si vous en avez. Et donc là, on va commencer la troisième partie sur les compléments alimentaires. Comme je disais, c'est quelque chose, on est toutes exposées ou amenées à faire ce choix. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on prend ce que notre gynécologue ou notre sage-femme nous recommande, sans se poser trop de questions. Et c'est ce que j'ai fait avec mes 2 premières aussi. Par contre, quand j'étais enceinte de mon 3e, vu que j'étudiais la nutrition, j'ai vraiment commencé à creuser le sujet et à jeter un regard plus critique sur ce que mon gynécologue m'avait recommandé. Et finalement, j'ai donc pris autre chose. Donc peut-être avant de regarder comment vous aider à choisir ça, une première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut d'office en prendre? Alors oui, moi je conseille vraiment d'en prendre. Bien sûr, ce n'est pas une excuse pour manger des choses ultra transformées et de se dire mais j'ai ma multi donc c'est tout bon. C'est vraiment comme le mot le dit, ce sont des compléments, donc ça vient complémenter une bonne alimentation. Mais c'est aussi une assurance. Donc parfois il y a des femmes qui ont vraiment du mal à manger, surtout le premier trimestre puisqu'elles ont beaucoup de nausées ou elles vomissent. Ou alors en fin de grossesse, on a moins d'appétit, on a moins envie de manger. Et donc, surtout pour ces moments-là, c'est bien d'avoir ça comme assurance, en fait, comme backup. Et alors, pendant combien de temps? Alors, idéalement, on commence donc 3 mois avant de tomber enceinte. Bien sûr, on ne sait pas toujours, c'est pas toujours planifié. Et puis, voilà, c'est pas grave. Même si on commence plus tard dans la grossesse, il n'est jamais trop tard de commencer. Et je conseille de prendre jusqu'à ce qu'on arrête d'allaiter, si on choisit d'allaiter. Si on n'allaite pas, c'est jusqu'à 6 semaines plus ou moins après l'accouchement. Et donc, comment bien les choisir? Donc, j'ai ici mis quelques critères de qualité. Premier critère, c'est le prix. Et donc, il n'y a vraiment pas il y a pas de secret. Des multivitamines qui sont vraiment pas chères, que ce soit des multivitamines de grossesse ou autre chose aussi, des compléments alimentaires en général. Si vous voulez une bonne qualité et une bonne quantité, ça vient avec un prix. Et donc voilà, je dis aussi toujours, on est enceinte qu'une fois par enfant, donc du coup, en général, on a aussi envie, de mettre un peu plus de prix, le prix. Deuxième critère, c'est le nombre de nutriments. Donc là, vous regardez vraiment sur l'étiquette combien de nutriments différents il y a, et visez plus ou moins 25-35. J'en ai vu qui en ont plutôt vers les 12-15. Donc là, il y a sûrement des éléments clés qui manquent. Et puis, je regarde aussi toujours les formes des nutriments. Donc, surtout pour l'acide folique. Donc, il y a 2 formes pour l'acide folique. Il y a la forme synthétique, acide folique, et alors il y a la forme naturelle qui est la folate. Et donc, il y a une majorité des femmes, donc 60% des femmes, n'ont pas une certaine enzyme qui permet d'absorber la version synthétique. Et donc, on peut faire des tests, on peut tester ça dans le sang, mais plutôt que de faire ça, moi, je dis par défaut, prenez la version naturelle dont vous êtes sûr que vous l'absorberez bien. Et d'ailleurs, en général, les multivitamines qui sont de qualité ont le folate ou méthylfolate plutôt que l'acide folique. Donc voilà, ça c'est une chose à regarder aussi. Aussi les quantités des nutriments, donc on va regarder vraiment dans la liste
combien de vitamine B il y a, combien de vitamine C, tout ça. Puisque, et ça vous verrez dans les multivitamines qui sont un peu plus chères, en général, il y a aussi des meilleures quantités. Mais donc voilà, donc ça c'est un autre élément. Et alors, quand on a donc des compléments alimentaires qui ont beaucoup de nutriments et qui sont en bonne quantité, donc les bonnes doses, en général, c'est très difficile de mettre tout ça dans juste une pilule, dans juste une dose. Donc ça aussi, c'est un signe de qualité quand il faut prendre 2, 3 ou jusqu'à 8 pilules par jour. Donc, celle que je recommande souvent à mes clientes. Donc, il y en a 2 sur le marché qui sont vraiment très, très bonnes, très complètes. Mais dont il faut en prendre 8 par jour, donc 4 le matin et 4 à midi. Et c'est vraiment parce que ça contient assez de magnésium, par exemple. Il y a de la choline dedans, et ça sont des choses qui prennent beaucoup de place. Donc c'est juste impossible d'avoir une vraiment bonne dose de ces éléments-là, de ces nutriments-là, dans une prise. Donc voilà, si votre multivitamine, vous la prenez juste en 1 ou 2 pilules, c'est pas grave, c'est pas qu'il faut absolument en prendre par 8. Mais alors, c'est peut-être nécessaire de prendre des choses supplémentaires. Donc, à voir au cas par cas. Puis, il y a quelques ingrédients must-have qui sont vraiment importants. Alors, je ne vais pas m'étaler et vraiment énumérer tous les ingrédients, mais voilà, bien sûr, l'acide folique, mais je n'ai pas encore vu une multivitamine prénatale qui n'a pas d'acide folique ou de folate. Sinon, en vitamine, il y a toujours la vitamine A, D. Par contre, là, il faut un peu s'en méfier parce que souvent, c'est à petite dose. Donc, parfois même sur l'étiquette, ils mettent plus vitamine D ou plus oméga 3. Et alors, on regarde derrière, en fait, il y a très peu. Mais sinon, la vitamine E, K, les vitamines B, qui sont très importantes aussi pendant la grossesse. Donc, ça sont les choses qui, en général, se trouvent dedans. Le magnésium, le zinc, le sélénium et l'iode. Et donc voilà, donc ça c'est un peu la base qu'on veut voir dans une multivitamine. Et alors il y a des ingrédients qui sont pas vraiment nécessaires. Donc comme je disais, la vitamine D en général elle est dedans mais à petite dose, et quand on a une carence ou quand on vit loin du soleil ou quand on s'expose pas, en général c'est pas mal d'avoir plus ou d'en prendre en plus. Donc je dirais, moi je suis pas choquée qu'on l'ait pas dedans parce qu'on peut facilement la prendre en plus. Les oméga 3, c'est un peu une mode aussi maintenant de voir multivitamines prénatales avec oméga 3. Mais là, de nouveau, souvent, c'est pas la meilleure qualité, c'est pas une bonne dose, donc c'est pas vraiment nécessaire de l'avoir. On peut la prendre en plus, et encore mieux par l'alimentation en mangeant du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Et des ingrédients à éviter, et ça va peut-être vous étonner, mais moi je préfère ne pas voir de fer dans une multivitamine. Donc le fer, c'est clair que beaucoup de femmes en manquent pendant la grossesse, donc je dis pas que c'est pas nécessaire d'en prendre. Par contre, je préfère la séparer de la multivitamine parce que déjà dans une multivitamine, il y a souvent du calcium, et le calcium va diminuer l'absorption du fer. Donc en fait, il y a beaucoup de nutriments dans une multivitamine qui sont pas très compatibles avec le fer, soit parce qu'elle diminue l'absorption, soit parce qu'elle s'oxyde en fait. Donc le fer va par exemple oxyder la vitamine E ou le zinc. Donc c'est pour ça que c'est mieux de les séparer. Et ça, c'est pas si facile de trouver des compléments alimentaires, enfin des multi prénatales sans fer. Donc voilà, s'il y a du fer dans votre multi, ça ne veut pas dire qu'à tout prix c'est mauvais, hein. Donc de nouveau, c'est à regarder vraiment au cas par cas. Et puis vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il faut prendre autre chose en plus d'une multivitamine? Alors là, je vais dire ça dépend. Donc ça dépend de ce qu'il y a bien sûr dans votre multivitamine. J'ai des clientes qui prennent donc ces multivitamines à 8 doses qui contiennent donc tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de vitamine D dedans, il y a beaucoup de magnésium, donc elles doivent pas prendre ça en plus. Et elles mangent du poisson gras, elles prennent juste leur multivitamine. Il y en a d'autres qui, par exemple, ont fait le choix ou sont allergiques au poisson. Donc du coup, elles mangent pas de poisson. Donc, en fonction de leur alimentation, on va peut-être devoir rajouter des choses à la multivitamine. Ça dépend de vos besoins aussi. Donc, une femme qui a beaucoup de nausées va avoir d'autres besoins, ou qui vomit va avoir beaucoup d'autres besoins que la femme qui n'a pas ce souci-là.
Et je regarde aussi toujours s'il y a d'éventuelles carences, bien sûr, à combler. Une femme qui est en carence, qui a une grosse carence de vitamine D, par exemple, aura besoin de plus, ou une carence en fer. Ce sont vraiment des choses qui sont importantes à adresser. Et donc, du coup, ben, c'est vraiment, tout dépend de la situation de la femme. Et donc, du coup, ça, je voulais peut-être partager avec vous aussi. La façon dont je travaille, c'est qu'à chaque fois que je commence avec une nouvelle cliente, que ce soit en préconception ou pendant la grossesse ou après, je commence toujours par une analyse de la situation. Donc, toujours par une prise de sang que je ne fais pas moi-même, mais que j'analyse, des questionnaires santé, questionnaires sur les hormones et un journal alimentaire pour bien comprendre sur base de l'alimentation actuelle s'il y a voilà, des failles, s'il y a des choses à rééquilibrer. Et sur base de ça seulement, je vais alors établir un plan en termes des suppléments à prendre, aussi voilà, les changements alimentaires, les choses où on va mettre le focus. Et donc c'est du sur-mesure. Donc aucun accompagnement est pareil. Un accompagnement, donc pour la fertilité par exemple, c'est sur 4 mois. Pour une grossesse, ça dépend un peu quand elle commence chez moi. Mais donc, il y a toujours des séances récurrentes, donc entre toutes les 3 à 6 semaines. Et entre ces séances, j'offre donc un soutien permanent pour justement guider, pour rassurer, parce que comme Marion disait au début, on se pose beaucoup de questions, il y a parfois un peu d'anxiété aussi. Et puis pour répondre aussi aux questions, pour un peu prendre la place de Monsieur Google, qui parfois est un peu anxiogène, qui donne des infos un peu contradictoires. Donc voilà, donc c'est par ce soutien permanent, j'essaye donc de rassurer aussi. Et puis, un quatrième volet que je trouve très important aussi, c'est de bien donner les outils qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça en place. Marion parlait de plaisir et je trouve ça super important. Donc, je donne aussi beaucoup de recettes, des recettes gourmandes aussi qui font vraiment plaisir, des recettes qui sont aussi adaptées à la famille. Si vous avez déjà une famille avec des enfants qui mangent avec vous, donc on fait vraiment des choses qui sont accessibles à tous. Des fiches infos, des vidéos, des workshops. Ça, je fais aussi un workshop meal planning en fin de grossesse. Moi, je suis d'avis que le postpartum, et c'est pour ça que je travaille d'ailleurs plus avec les femmes pendant leur grossesse qu'après, c'est que le postpartum et notre bien-être après la naissance est fortement influencé par notre alimentation pendant la grossesse. Donc, on va vraiment plus être dans la prévention de soucis éventuels après. On va faire en sorte que les réserves soient au top, par une prise de sang aussi en fin de grossesse pour voir ce qu'il faut, peut-être re-remplir le réservoir de vitamine D ou de fer par exemple. Et puis d'un point de vue très pratique, en général, je ne sais pas si vous êtes enceinte de votre premier ou si vous avez déjà des enfants, mais voilà, la période juste après, en général, c'est vraiment, on met tout le focus sur le bébé et on n'a plus trop la bande passante pour bien se nourrir soi-même, alors que surtout quand on allait, on a besoin d'énormément de ressources, même plus encore que pendant la grossesse. Et donc, c'est bien de réfléchir à ça avant, donc d'établir un plan de ce qu'on va préparer à manger, de ce qu'on va déléguer. On peut demander de l'aide aussi. Je suis vraiment très pour demander de l'aide autour de soi. Et donc voilà, donc ça, ce sont des choses aussi à prendre en compte ou à faire en fin de grossesse. Donc voilà, pour terminer cette partie, j'espère que je suis un peu restée dans les temps là, Marion et Marie. Pour terminer, je voulais vous offrir un petit cadeau. Donc à 5 d'entre vous, je voudrais proposer une consultation de 30 minutes, donc gratuite, justement pour faire le bilan de vos compléments alimentaires. Donc peut-être que dans ce que j'ai partagé, ça va peut-être juste faire monter plus de questions que de réponses. Donc l'idée de cette consultation, c'est que je regarde ce que vous prenez actuellement, que je regarde quelle est votre alimentation, votre situation, et que sur base de ça, on regarde si éventuellement il faut ajouter d'autres compléments ou si je pourrais vous proposer éventuellement de changer de multivitamine. Donc voilà, je pense que Marion et Marie vont partager le lien.
Ouais. pour prendre cette consultation justement. Et voilà, et alors je voulais aussi partager ici, donc vous pouvez bien sûr toujours m'envoyer vos questions aussi par email. Je suis le plus active sur Instagram, donc là c'est sous The Prenatal Nutritionist. Donc là aussi, faites-moi un petit coucou. Et sinon, bah, vous trouverez aussi mon site internet là, qui est d'ailleurs tout à fait en reconstruction, donc je suis en train de pas mal le changer. Donc celui que vous voyez aujourd'hui ne sera pas le même que dans un mois ou deux. Donc voilà, ça clôture ma partie. J'espère que c'était intéressant, que c'était pas trop, que c'était pas trop peu. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage et comme ça je passe la main à Marion et Marie. Merci beaucoup, Amélie. C'était passionnant. Nous aussi, on a appris plein de choses. Donc, un petit mot de conclusion. Voilà, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que l'alimentation, bah, comme disait Amélie, avant tout, elle est là au service du bien-être de la maman et qu'elle a vocation à être source de plaisir, à être un moment de partage. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on cuisine et qu'on prépare tout ça ensemble. Vraiment, le message, c'est que quand on a compris les besoins nutritionnels, donc ces besoins nutritionnels en tant que femme enceinte, et ben, du coup, on peut faire des choix éclairés et on a un levier fort pour faire des choix. On sait pourquoi on fait ces choix-là et on sait pourquoi, voilà, si ça demande un petit effort, on le fait avec une vraie motivation et voilà, une vraie intention. Et voilà, donc si ça reste peu clair ou s'il y a des choses qui suscitent encore des questions, se faire accompagner par un professionnel, ça permet de gagner en confiance et puis peut-être de passer à l'action aussi si on n'est pas complètement à l'aise. Voilà. Alors, on en profite pour vous dire un petit mot sur l'actualité de Naissance Nomade. Donc nous, fin 2023, on a achevé notre premier parcours, qui est un parcours de transmission sur la naissance. C'est notre premier bébé, si je puis dire, avec Marie. Et donc l'idée, c'est de vous transmettre voilà, notre expérience et puis des connaissances voilà, scientifiques sur la naissance pour permettre aux couples de se préparer et de réfléchir vraiment à voilà, ce qu'ils veulent en termes de naissance, pour choisir leur lieu de naissance, leurs professionnels, leurs accompagnants, et pour se sentir acteur et au centre de cet accouchement. Donc c'est voilà, en pratique, comment ça se passe? Donc en pratique, c'est un parcours digital à faire en toute autonomie. Donc c'est des vidéos qui sont divisées en plusieurs modules et c'est environ voilà, 3 heures de vidéo, mais vraiment à regarder à son rythme. Nous, on l'a conçu pour le couple, mais on peut le regarder seul, si on habite par exemple à distance de son conjoint pendant une partie de la grossesse. Mais l'idée, c'est que ça puisse nourrir la réflexion en couple et se préparer vraiment ensemble à l'accueil de son enfant. Et donc, le tarif, on propose un prix de lancement à 49 € au lieu de 89 €, qui est valable jusqu'à la fin du mois de février. Et on vous enverra voilà, toutes les informations pour en savoir plus et voilà, pour vous inscrire quand on fera le mail de récap avec l'envoi du replay du webinaire. Et donc, en 2 mots, c'est un parcours qui est divisé en 4 grands modules. Alors, on commence par parler du corps féminin et des hormones et comment tout ça se met en place en fin de grossesse et pendant l'accouchement, ce qui permet d'être très en confiance sur son corps. On vous parle aussi de l'accouchement dans le monde, enfin en France d'abord et puis dans le monde, pour relativiser un petit peu certaines pratiques qui sont très françaises et avoir une perspective plus large de la naissance. On vous parle des naissances par voie basse et les naissances par voie haute. On parle aussi de la césarienne et des interventions médicales pour que vous sachiez voilà, ce qui peut se passer au cours d'un accouchement. Et puis, on ouvre un peu la réflexion sur différents sujets pour se poser voilà, toutes ces questions à deux. Donc, vous avez nos contacts, on est sur LinkedIn, on a un chouette site web dont on est très fiers aussi, et une page Instagram qui débute. Voilà, on est une jeune entreprise, on a démarré officiellement en septembre 2023. Et on voulait aussi vous rappeler on anime une permanence téléphonique d'écoute qui est gratuite et qui est accessible à tous, où que vous soyez dans le monde. On a un petit micro qui est
Il semble être... Ah, c'est Amélie. Amélie, si tu peux... Voilà, donc que vous ayez un projet bébé, que vous soyez enceinte ou que vous soyez en postpartum, et si nécessaire, en fonction de, voilà, de vos sujets, de vos problématiques, de vos besoins, on peut vous référer à, à nos partenaires, à des professionnels de confiance comme Amélie, par exemple, si sur les questions de nutrition, d'alimentation. Donc, vous prendre rendez-vous, on vous enverra aussi le lien juste avant de clôturer. J'ai déjà noté en tout cas les rendez-vous pour Amélie, et on vous enverra aussi le lien qu'elle a mis pour notre agenda. Et avant de vous laisser la parole, donc notez déjà la date de notre prochain webinaire qui aura lieu. Donc, on les organise chaque dernier jeudi du mois. Donc, le prochain, ce sera le 29 février à 12h30. On garde le même créneau, donc 1 heure pendant la pause déj, heure de Paris ou Afrique centrale, Brazzaville. Et on parlera du périnée avec Séverine, qui est kinésithérapeute spécialiste du périnée et fondatrice de Oh My Péri, et qui est avec nous aujourd'hui. Donc, c'est voilà, vraiment un sujet intéressant. Généralement, on connaît, enfin, on commence à découvrir le périnée pendant sa grossesse ou même après son accouchement. Et du coup, il s'adressera aussi à tous et à toutes. On vous enverra également le lien de l'inscription dès que l'événement sera créé. Et du coup, il nous reste il nous reste un bon petit quart d'heure, donc on va pouvoir échanger un peu. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions. Alors, il y a eu une question d'Anne-Claire concernant donc les compléments dont tu as parlé. Elle demandait si tu pouvais préciser la référence des multivitamines 8 par jour. Après, elle aura aussi, elle a pris une consultation de 30 minutes, donc je ne sais pas si tu souhaites en parler maintenant ou du coup lui en parler directement pendant la consultation. Et on a une question de Chloé qui nous demande donc comment peut-on pondérer le rapport bénéfice-risque concernant les poissons gras qui peuvent être riches en métaux lourds et en microplastiques. Donc par rapport avec le fait de devoir manger d'avoir des oméga 3 à travers les poissons gras 2 à 3 fois par semaine. Oui, oui. On peut Ben, commencer. je suis ravie que cette question ait été posée. Je vais d'abord répondre à la première, mais juste pour dire celle sur le poisson gras. On me la pose tout le temps et je suis en fait ravie. Je m'étais dit, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça demande beaucoup de temps, mais je suis quand même ravie de pouvoir faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de femmes enceintes notamment se posent. Peut-être juste pour revenir sur d'abord la première question pour les compléments alimentaires. Je peux vous donner la référence, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle aussi parce que c'est vrai que c'est pas nécessaire pour toutes. Mais bon, voilà, elle est d'excellente qualité. Ce sont les plus complètes sur le marché. Et l'une, c'est de la marque, ce sont deux marques américaines. L'une marque s'appelle Seeking Health, donc Seeking de chercher et puis Health santé. Et ils ont différentes formules. Celle qui est la plus complète s'appelle Optimal Prenatal. Et l'autre, c'est Essential Prenatal. Mais donc, Optimal Prenatal, c'est ce que je conseille aussi aux femmes qui ont vraiment un peu du mal à bien se nourrir pendant leur grossesse parce que beaucoup de nausées ou voilà, autres raisons. C'est vraiment bien de prendre ça. Maintenant, pour le moment, elle est un peu en rupture de stock partout. Depuis une semaine, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais sinon il y a une alternative qui est aussi américaine qui s'appelle Be Well, donc la marque c'est Be Well. Et je ne connais pas par cœur le nom, mais je crois qu'ils ont qu'une multivitamine prénatale. Oui, c'est ça, Be Well. Et en fait, c'est la formulation est plus ou moins la même. Il faut aussi en prendre 8 et voilà. Donc ça sont les deux. Mais comme je disais, c'est tellement du sur-mesure et du cas par cas. Que c'est bien aussi de voir en fonction de le voir en one-to-one. Et alors sur les poissons gras, c'est vrai que je conseille toujours donc de manger du poisson gras et bien sûr beaucoup de femmes se posent la question de ok mais contamination de mercure, de microplastiques, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a pas mal d'études en fait qui ont été faites là-dessus. Les études sont plutôt rassurantes dans le sens où ils disent que l'avantage de manger des oméga 3 ou du poisson gras pendant la grossesse sont plus élevés que les risques potentiels de contamination, enfin de mercure et de microplastiques. Donc ça c'est déjà une chose. Et moi, ce que je recommande, c'est de plutôt choisir les plus petites espèces d'oméga 3.
donc de poissons gras plutôt, puisque là, il y a, déjà, ils ont une plus courte durée de vie, et ce ne sont pas des prédateurs qui mangent donc d'autres poissons qui peuvent donc faire accumuler ce taux de mercure et de microplastiques. Et donc, pour moi, une des meilleures sources, et surtout quand on est enceinte, quand on aime ça, ce sont les sardines. Donc, on peut les trouver en boîte. D'ailleurs, c'est super pratique. On peut les prendre facilement au bureau avec nous, enfin, partout où on va. C'est aussi une excellente source de calcium parce que les sardines, on les mange avec les arêtes. Enfin, je conseille de les manger avec les arêtes. Et donc, dans les arêtes, il y a beaucoup de calcium. Et aussi, c'est une des seules sources de vitamine D, à part le soleil. Donc c'est vraiment excellent comme aliment pendant la grossesse. Le maquereau est aussi assez petit. Donc là, on peut prendre des filets de maquereau aussi en boîte. Le thon en boîte, c'est une espèce, c'est le skipjack ou le listao. C'est une espèce qui n'est pas super grande. Donc en général, fait moins d'un mètre, 80 cm à 1 mètre. Donc là aussi, on ne parle pas de ces grands prédateurs. Ce que je déconseille par contre, c'est d'acheter vraiment le thon, le grand thon qu'on achète en général chez le poissonnier. Parce que ça, ce sont des espèces plus grandes qui font plusieurs mètres, qui sont plus des prédateurs. L'espadon, ça je déconseille aussi. Et le requin, si vous êtes dans un pays où ça se mange, ça, ce sont des poissons à éviter. Mais donc, si on se focalise plus sur ces petites espèces, le saumon aussi, ça va très bien aussi. Le saumon est une très bonne source aussi. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Merci, merci Amélie. Du coup, on a une Oui, autre je vois que question de Christelle Chloé. demande pourquoi pas le poisson frais. Donc le poisson frais en général, oui, mais donc c'est vraiment ce thon, le thon qu'on trouve, ce beau thon bien rouge qu'on trouve chez le poissonnier, qu'on utilise dans les sashimi ou dont on fait voilà un steak de thon. Ça, ce sont des espèces qui font plutôt de 3 à 5 mètres et donc qui sont plus contaminées. Ils vivent plus longtemps que l'espèce qu'on utilise pour les boîtes de thon. Et une autre question de Chloé, et ouais, vraiment c'est pertinent parce qu'on se retrouve, nous qui vivons au Congo. Donc quand on vit à l'étranger, elle demande ce que tu penses. Est-ce qu'il faut plutôt privilégier donc, les légumes surgelés importés, de France notamment, on en trouve certains bio ou sans résidus de pesticides d'ailleurs, ou les légumes frais locaux, même s'ils peuvent potentiellement venir de l'agriculture intensive avec beaucoup d'intrants, sachant que le bio est très peu développé, même inexistant. Et donc, du coup, il y a certains produits, on entend, de pesticides utilisés qui sont interdits en Europe. Donc, qu'est-ce que... Oui. Moi, dans ces cas-là, je privilégierais quand même alors les légumes congelés, à savoir que quand on congèle des légumes, on les congèle en général très rapidement et c'est vraiment du flash freezing, donc ça se fait très rapidement et du coup, la conservation des nutriments est très bonne et souvent bien meilleure que les légumes frais qu'on peut trouver au marché et tout ça, qui sont moins frais en fait que les légumes congelés. Donc il n'y a rien de mal aux légumes congelés. Et c'est vrai que je vois moins la situation en Afrique. Enfin, je ne sais pas si ici ça vient d'une personne qui vit justement en Afrique et qui est donc où les légumes frais sont comme tu décrivais, Marie. S'il y a vraiment voilà, un souci de contamination ou de gros résidus de pesticides, moi je privilégierais alors les légumes congelés plutôt pendant la grossesse. Ouais. Très clair. Bon, ouais, c'est une piste facile pour nous en tout cas. Le surgelé, il y en a facilement. C'est sûr que c'est mieux de manger frais et si on a de la chance d'être en Europe, en France, ou d'avoir accès à du local, parce que c'est vrai que voilà, là on importe, mais voilà, il faut aussi, en fonction de la situation, faire des choix. Et si on a accès à du frais localement, avec voilà, des petits producteurs dans sa région, bah, c'est le top. Oui, c'est vrai. Et là-dessus, peut-être, ce qui peut être intéressant aussi, donc chaque année, il y a une liste de légumes et fruits qui sort, qui est publiée, et elle change en général pas trop d'une année à l'autre, et ça s'appelle les Dirty Dozen, donc la sale douzaine, et puis les Clean 15. Et donc les Dirty Dozen sont les fruits et légumes qui contiennent le plus de pesticides. C'est un rapport qui est émis par une association américaine
mais qui vaut aussi pour la grande part en Europe aussi, en Afrique, je ne sais pas. Par contre, mais donc là, par exemple, le top 3, c'est toujours les fraises, donc dans les Dirty Dozen. Donc quand vous êtes enceinte, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, évitez de manger des fraises si c'est la saison, parce qu'elles contiennent beaucoup de pesticides. Les épinards, ça c'est aussi typiquement quelque chose qui contient beaucoup de pesticides. Mais alors dans la liste des Clean 15, il y a par exemple les oignons, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les avocats. Donc là, c'est pas nécessaire quand on veut faire un peu les choix entre bio ou pas bio, ben c'est un bon guide en fait pour savoir ce qui est plus important à acheter bio et ce qui ne l'est pas, au moins. Très bonne ressource. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, si tout est très clair, on va vous laisser. Je vous laisse encore quelques minutes. Moi, j'avais juste du coup une question, mais concernant, c'est un peu la même chose que par rapport aux légumes, mais pareil pour la viande, en fait. On peut trouver, par exemple, du poulet Label Rouge, par exemple, qui est congelé, qui est importé, sachant que soit on va acheter du poulet local, ce qu'on appelle le poulet bicyclette, donc c'est un poulet de chair, mais qui est très, très fin, et généralement, voilà, on achète au marché. Et après, il y a du poulet importé, où on peut retrouver aussi, mais le poulet aux hormones, comme on l'appelle. Et du coup, si localement, on n'a que le poulet aux hormones, vaut mieux qu'on achète du surgelé Label Rouge, par exemple. Oui, oui, c'est vrai que je n'ai pas assez de connaissances de la situation en Afrique. Euh, Mais pendant la grossesse, vu que déjà, en fait, au niveau des polluants, des pesticides, mais aussi des polluants dans les crèmes, dans tout ce qu'on se met sur la peau et tout ça, c'est un peu un... je parle toujours en anglais du total load. Donc, on essaye de faire au mieux, mais on ne peut pas éviter qu'on vive dans un monde où on est exposé à ce genre de toxines. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant d'un peu définir les choses qu'on peut avoir en main ou qui sont un peu, oui, plus faciles à contrôler. Donc ici, ben, comme on disait, alors plutôt les fruits et légumes qui sont dans la Dirty Dozen list. Au niveau de tout ce qui est viande et tout ça, c'est vrai que si on a le moyen d'acheter sans hormones, sans antibiotiques, plutôt des animaux de pâturage, d'élevage en plein air, c'est super. Bien sûr, enfin, donc ça, ce sont des choses qu'on peut contrôler. Ce qu'on peut moins contrôler, c'est notre exposition aux polluants. Est-ce qu'on vit à côté d'une autoroute ou pas? Est-ce qu'on travaille en pleine ville, genre centre-ville Paris, où il y a plus de pollution? Donc, faut un peu regarder qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on peut pas contrôler, et puis faire des choix là-dedans. Et typiquement, je trouve que tout ce qu'on met sur notre peau, c'est vrai que tout ça est vraiment absorbé et atteint aussi le bébé. Donc là, c'est pas mal aussi d'un peu regarder, de porter un œil critique sur ce qu'on a ce qu'on utilise dans le ménage et ce qu'on utilise aussi en termes de produits de beauté. Et donc voilà, je veux surtout aussi vous dire, il faut pas aller dans la perfection, il faut vraiment pas que ça vous donne de l'anxiété non plus. Mais c'est plus, oui, un peu se dire, ben, il y a quand même des choses que je peux contrôler pendant ma grossesse et aussi après pour ma famille. Et donc regarder un peu quelles sont les choses facilement adaptables pour un peu diminuer notre exposition totale en fait. Mm. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi un autre sujet de C'est clair. webinaire. Ah oui, On rappelle aussi voilà, que vous pouvez nous suggérer des prochains thèmes ou sujets que vous souhaiteriez voir à aborder. Donc, en lien avec la grossesse, avec l'accouchement, avec le postpartum. Et c'est vrai que la question des cosmétiques ou des produits ménagers, savoir aussi, parce qu'il y a des choses plus ou moins dangereuses. Enfin, et si on a le choix avec ce qu'on peut ramener aussi de France, c'est souvent quelque chose de se dire bah, qu'est-ce qu'on ramène et qu'est-ce qu'on peut trouver localement ou qu'est-ce qui est moins grave, etc. par exemple. Donc, ça peut être un sujet. oui, sujet passionnant aussi, c'est vrai. Ben, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Et puis, on vous renvoie donc un petit mail avec le replay et les différents liens pour nous contacter. Voilà, et on a bien noté pour Inès, pour Jade, pour Lucie, pour Mariem et pour Anne-Claire. On va vous envoyer tout de suite dans un petit message, un petit mail perso,
le lien Calendly pour la prise du rendez-vous. Super, j'ai hâte de vous parler, toutes les 5. On vous souhaite un bon déjeuner si ce n'est pas encore fait et un bel après-midi et au plaisir de vous revoir dans notre prochain webinaire et d'être en contact par mail sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci encore Amélie et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci Inès.